Bonsoir à tous. Donc ce soir, 1er décembre 2022, nous accueillons Marion Poula pour cette présentation sur la symptothermie. Donc Marion Poula, tu vas pouvoir nous faire un partage d'écran et nous faire partager aussi ton cheminement et tes découvertes. Je te propose peut-être dans un premier temps, avant de partager l'écran, en quelques mots, que tu nous dises quel est précisément ton parcours, qui tu es d'abord et quel est ton parcours. Oui, ça marche. Merci Rémi et bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Marion Poula, j'ai 33 ans. Je vis actuellement en Haute-Savoie avec mon conjoint et ma petite fille Maya qui vient de souffler sa première bougie. À la base, je suis originaire de la région lyonnaise. J'ai fait une grande partie de mes études là-bas. Après mon baccalauréat ES, j'ai fait une classe préparatoire HEC au Chartreux à la Croix-Rousse à Lyon. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce à Grenoble. J'ai obtenu mon master en 2013. Et ensuite, j'ai intégré un grand groupe, le groupe Danone, au sein de la filiale Blédina, et j'étais à la direction commerciale. Donc, j'ai fait différents jobs. J'ai été chef de secteur en grande surface. Ensuite, je suis montée au siège. J'ai été compte clé régional. Donc, c'est un mot un peu barbare pour dire que j'ai fait de la négociation commerciale. Et puis voilà, j'ai grimpé très vite dans les échelons. Et puis, il y a un moment, mon corps n'a pas suivi. Et en 2017, je faisais un début de burn-out. Et là, j'ai commencé à prendre peur. Ça a entraîné une profonde remise en question dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ce n'était pas un métier qui était pour moi et que j'étais complètement déconnectée de moi-même et de la femme que j'étais. C'était aussi une période où je prenais la pilule en continu depuis plus de 10 ans, une pilule qui me coupait de mon cycle, hein. Je n'ai pas eu de règles pendant 10 ans. Et à ce moment-là, comme ma santé était au plus bas, hein, j'avais perdu plus de 15 kilos, je perdais mes cheveux, enfin bref, j'étais vraiment dans un état voilà, assez déplorable. Je me suis dit que j'allais arrêter ma contraception et une amie m'a parlé de la symptothermie et je me suis dit: «Mais tiens, ça va être un super moyen pour me reconnecter à mon corps», puisque la symptothermie, c'est une méthode d'observation du corps qui permet à la femme de se reconnecter à son cycle. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai entamé une période de reconversion professionnelle. Je me suis formée à l'herboristerie pendant 3 ans à l'École lyonnaise des plantes médicinales. Et ensuite, j'ai choisi de me spécialiser pendant 1 an dans les pathologies du cycle féminin. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui ont des maux, je dirais, assez courants, comme des douleurs de règles, des acnés, à des problématiques et des pathologies beaucoup plus sévères, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, comme l'endométriose, les ovaires polykystiques. Et en plus de ça, je fais aussi des choses, on va dire, dans un domaine un petit peu plus initiatique et ésotérique, puisque j'ai créé des cercles de lune où j'enseigne le cycle féminin aux femmes sur un cheminement d'une année. Donc voilà, je suis très tournée, on va dire, vers le féminin et voire même vers le féminin sacré. Ok, Tu souhaites que je démarre tout de suite ma je présentation? pense qu'on peut, oui. Ouais, tout Ouais, à fait. ça marche. Allez, c'est parti. Et bien à ce moment-là, je vais partager mon écran. Est-ce Oui. qu'on le voit bien, Rémi? C'est tout bon? Alors, voilà, là, il est arrivé. Moi, je coupe ma vidéo pour qu'il y ait plus de bande passante. Et puis, c'est parti, Marion. On voit très bien. OK, super. Alors, je vais vous parler de ce soir de la symptothermie. Donc, c'est une méthode d'observation du cycle de la femme et ça va permettre en fait de repérer avec une grande justesse et précision les phases de fertilité et d'infertilité chez une femme, puisque la nature est bien faite et contrairement à ce qu'on peut penser, une femme n'est pas fertile 100% du temps. Elle est fertile environ un tiers de son cycle et infertile le reste du temps. Et donc, c'est une méthode que la femme va pouvoir utiliser et adapter en fonction de son objectif, à savoir si elle souhaite concevoir, eh bien, elle va maximiser les rapports au moment de la phase fertile et à l'inverse, si elle ne souhaite pas avoir d'enfant, eh bien, elle va s'abstenir ou elle va se protéger au moment de la phase fertile. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin. Donc pour cette visioconférence, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on revoie ensemble le fonctionnement du cycle féminin puisque si on ne comprend pas le cycle menstruel, on va avoir du mal à comprendre tout simplement la symptothermie. Dans un deuxième temps, je vous donnerai quelques chiffres clés sur la contraception en France et le lien que les femmes entretiennent avec leur corps et leur cycle menstruel. Et enfin, dans une dernière partie, on verra ensemble les bases de la méthode et comment on peut la mettre en place dans sa vie de tous les jours. Alors, comment fonctionne le cycle féminin? Alors, je vous ai mis des petits schémas.
on étudie normalement le cycle reproducteur de la femme en 4e en SVT, donc je pense que vous connaissez ces schémas où ça doit vous rappeler des souvenirs, mais ça va faire du bien de faire un petit refresh. Donc, sur le schéma que vous voyez à gauche, c'est donc un schéma en 3D, et je trouve que c'est toujours intéressant de représenter les organes en 3D pour bien voir la place qu'ils occupent. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'organe de reproduction de la femme, donc l'utérus. On peut voir qu'il est inséré dans le ventre de la femme pour protéger la vie, hein, évidemment, en cas de grossesse. Et donc, il est vraiment pris en sandwich, cet utérus, entre la vessie et le rectum. C'est un muscle, hein, qui est capable de s'étirer, je crois, jusqu'à 40 fois sa taille quand il y a un bébé. Et sinon, il a plutôt la taille d'une petite poire renversée. Hein, on voit bien qu'il est penché en avant. Et c'est comme un petit bonhomme qui serait penché en avant avec les 2 bras en l'air derrière. Et c'est un organe, comme on peut le voir, qui est très proche du méa urinaire et du rectum. C'est pour ça que les femmes sont plus sujettes que les hommes aux mycoses et aux infections urinaires. Et je l'ai dit, c'est un muscle, et donc ce qui veut dire que quand la femme va avoir ses règles, eh bien, ça va se contracter, et c'est pour ça que la femme peut ressentir des douleurs qui sont, cela dit, naturelles quand elles sont supportables. Ensuite, sur le schéma de droite, je vous ai remis la photo d'un appareil reproducteur féminin. Donc, tout en bas, zone qu'on connaît, je pense tous, le vagin, à la voie du plaisir, qui fait à peu près 10 centimètres. C'est par là que va pénétrer le sexe de l'homme lors d'un rapport sexuel. Ensuite, on a l'utérus qui est composé de la cavité utérine. C'est là où le bébé va se développer s'il y a une grossesse en cours. Ensuite, on va avoir l'endomètre, hein, c'est la paroi de l'utérus qui va se détacher lors des règles, aussi appelées menstruation. Et à l'inverse, s'il y a une grossesse en cours, ça va servir de petit nid, c'est là où l'embryon va s'accrocher pendant les 9 mois de grossesse. On a aussi 2 ovaires, un à droite, un à gauche, et ces ovaires vont s'activer à chaque cycle. Donc, si les femmes sont sensibles, elles vont être capables de sentir lors d'un cycle si c'est l'ovaire droit ou l'ovaire gauche qui travaille et qui va donc expulser un ovule. Et on a aussi les trompes, qu'on appelle aussi trompes de Fallope, qui vont être capables de vriller pour attraper, si vous voulez, l'ovule qui va être expulsé. Et c'est pour ça aussi parfois que des femmes ont des douleurs au moment de l'ovulation, parce qu'elles sont sensibles et elles ressentent, si vous voulez, les vrilles de ces trompes. Et enfin, on a le col de l'utérus, donc c'est une zone qui va nous intéresser en symptothermie, j'en reparlerai plus tard. Je vous ai mis une photo du col de l'utérus parce que vous ne savez peut-être pas forcément à quoi ça ressemble. C'est vraiment le plafond du vagin, c'est comme un lustre, et ça ressemble, je vais être très poétique, à un gland de pénis. Hein. Toutes les femmes le disent à chaque fois que je montre la photo, c'est comme si on avait un organe masculin rentré à l'intérieur, et ce que vous voyez en fait autour de cette petite boule, cette matière blanchâtre, eh bien c'est ce qu'on appelle la glaire cervicale. Et c'est un des indicateurs qu'on va observer en symptothermie. C'est pas le seul, je vous donnerai les autres après, mais disons que selon les phases de fertilité ou d'infertilité, eh bien cette glaire va varier au cours du cycle et on va être capable en fait de l'interpréter. Donc retenez bien ça, la glaire cervicale qu'on appelle aussi élixir en langage symptothermique. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle féminin, il se compose de 4 phases bien distinctes. C'est ce que je vous ai mis sur le schéma de gauche. Donc, j'ai pris un cycle de 28 jours avec une ovulation à J14 et Dieu sait que j'aime pas forcément prendre des cycles typiques puisque nous, on le sait en symptothermie, il n'y a que 40% des femmes qui ovulent au jour 14. On peut avoir un cycle tout à fait normal, compris entre 25 et 35 jours. Moi, avant d'avoir ma fille, j'avais des cycles de 33 jours à peu près. J'avais une bonne ovulation, il n'y avait aucun souci. Mais pour l'aspect pédagogique, c'est vrai que c'est plus facile de prendre quand même un cycle de 28 jours. Donc, le premier jour du cycle démarre par les menstruations ou les règles, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là où l'endomètre va se détacher de la paroi utérine et va être expulsé. C'est ce qui va donner du sang. En général, la femme a 2 jours, allez voir 3 jours de flux abondant et après ça se calme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, une femme, elle devrait perdre 80 millilitres de sang, donc à peu près la moitié d'un verre d'eau, pas plus. Sinon, ça devient pathologique et ça doit être... voilà, la femme
doit être amené à ce moment-là à consulter un professionnel de santé. Une fois que cette phase de menstruation est passée, on a la phase préovulatoire, donc la phase avant ovulation, qu'on appelle aussi la phase folliculaire. Et c'est ce que vous voyez sur le schéma. Donc le follicule, qu'est-ce que c'est? C'est le petit sac de billes, comme un petit sac de billes en fait qui contient l'ovule. Et il va grossir, grossir, grossir. Et au moment de l'ovulation, c'est la troisième phase, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'ovule va être expulsé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette phase préovulatoire ou phase folliculaire, il y a à peu près 15 à 20 follicules qui vont grossir, grossir comme ça. Et au moment de l'ovulation, eh bien, il y en a un seul qui va éclater et qui va arriver à maturité. Et donc, c'est l'ovulation. Et comme on le voit en bas du schéma, s'il y a un petit spermatozoïde qui se promène, il y a une fécondation qui est possible. Et après, une fois que l'ovulation est passée, on rentre dans la phase post-ovulatoire, aussi appelée phase lutéale, et à ce moment-là, le follicule qui contenait l'ovule, l'ovule a été expulsé, eh bien, ce petit follicule, il va dégénérer, il va pourrir, et on appelle ça le corps jaune, et ce corps jaune va sécréter une hormone qu'on connaît bien, c'est la progestérone. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va y avoir une danse hormonale dans le cycle. Dans la première partie du cycle, c'est ce que vous voyez sur le schéma de droite, ce sont les œstrogènes qui vont mener la danse. Les œstrogènes, c'est une hormone qui va être responsable, je l'ai dit, de la croissance des follicules. Et en deuxième partie, on le voit sur le schéma, c'est la couleur violette, c'est la progestérone qui va prendre le relais. Pourquoi je vous parle de ces deux hormones-là qui sont sécrétées au niveau des ovaires? Eh bien, tout simplement parce que ces hormones vont avoir un impact sur la température corporelle. Et retenez bien ça aussi, la température corporelle, c'est le deuxième critère, en tout cas le deuxième indicateur qu'on va suivre en symptothermie. Parce que les œstrogènes, qu'est-ce qu'elles font? Ce sont des hormones qui font baisser la température. Donc, avant l'ovulation, la température corporelle de la femme est basse et après l'ovulation, eh bien, la température, elle augmente. Donc, c'est un indicateur qu'on va surveiller en symptothermie. Évidemment, tout ce qui se passe au niveau des ovaires est contrôlé à la base par le cerveau, dans la région de l'hypothalamus, et ce sont les hormones sécrétées par cette glande, la FSH et la LH, qui vont agir sur les œstrogènes. Donc la FSH, elle va surtout être responsable de la croissance des follicules en début de cycle, et la LH, c'est souvent connu avec le fameux pic de LH, qui va déclencher l'ovulation, qui va faire rompre le follicule. Donc l'hypothalamus, cette zone du cerveau, est aussi très proche, on va dire, du cerveau émotionnel. C'est pour ça que les émotions et le cycle féminin sont vraiment étroitement liés et que si on a des perturbations émotionnelles, je pense par exemple à un stress, ça va tout de suite se voir dans le cycle de la femme. Donc c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Et enfin, je l'ai déjà dit, mais ce que vous voyez en bas au niveau du cycle utérin, le petit dessin en rose, c'est l'endomètre. Donc pendant les menstruations, cet endomètre est éliminé. Et puis après, au fur et à mesure du cycle, il va être reconstitué, il va se densifier, se vasculariser pour faire un petit nid douillet capable d'accueillir un embryon. Et si la vie n'apparaît pas, eh bien, cette muqueuse va être évacuée lors du prochain cycle. Voilà globalement, si je devais résumer, comment fonctionne le cycle féminin. Il faut savoir qu'une femme, dans sa vie, elle va vivre à peu près, on dit, de 400 à 450 ovulations. Ça dépend de la longueur du cycle et puis si la femme a été réglée très tôt ou pas. Mais en tout cas, c'est un schéma qu'elle va expérimenter un certain nombre de fois. Et donc, on pourrait se dire, comme c'est un phénomène qui va la traverser énormément de fois, les femmes, normalement, elles devraient être au courant de ce qui se passe dans leur corps. Eh bien, en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous mettre les résultats de cette enquête qui a été faite, je crois, en 2019. Quand on interroge en France les femmes à propos de leur cycle menstruel, eh ben, on s'aperçoit, c'est ce que j'ai mis en titre, que c'est un mystère pour quasiment 45% des femmes. Il y en a 14% qui ne connaissent pas du tout leur cycle, il y en a 30% qui le connaissent mal. Il y a une femme sur deux aujourd'hui qui nous dit « Bah non, moi je ne connais pas la date de mes prochaines règles ». Il y en a carrément 15% pour qui les règles, voilà, c'est comme si elles ne connaissaient pas. Et ce que je vous ai expliqué avant, il n'y a que 30% des femmes, allez, 32% des femmes qui connaissent le nombre de phases de leur cycle menstruel. Donc c'est extrêmement peu.
Et c'est vrai que moi, j'ai été assez interpellée quand j'ai vu les résultats de cette enquête. Mais finalement, eh ben, on pourrait s'y attendre. Et c'est ce qui va m'amener à ma deuxième partie, parce que aujourd'hui, la majorité des femmes en France, elles sont sous contraception chimique, j'ose le dire, sous castration chimique. Et c'est sûr que quand on prend des œstrogènes ou des progestérones de synthèse, eh bien forcément, le cycle naturel, le cycle menstruel, il est endormi, voire totalement masqué. Et donc, les 4 phases du cycle, on peut ne pas y avoir accès. Et c'est ce que je vous ai dit au début de ma présentation, quand moi j'ai pris une pilule en continu pendant 10 ans et que je n'avais pas de règles. Bien que sous pilule, ce ne sont pas des règles, hein, ce sont des faux saignements, on est d'accord, mais c'est sûr que j'étais dans un schéma complètement linéaire avec une pilule progestative, donc les variations œstrogène-progestérone, je ne connaissais pas du tout. Alors aujourd'hui, quand on regarde les moyens de contraception en France, j'ai pris des chiffres de 2018. J'ai eu du mal à trouver des études plus récentes, mais on voit que la majorité des femmes, elles prennent la pilule. Hein, ce chiffre par rapport à 2010 a baissé, mais globalement, à 32%, elles prennent la pilule. 37%, elles vont combiner pilule et préservatif. Et ensuite, la deuxième méthode de contraception la plus utilisée, c'est le stérilet. Alors, cuivre hormonal, c'est vrai qu'ici, ils ont mélangé les deux. On a 5% des femmes qui utilisent l'implant. Il y en a seulement 2% qui ont recours à une contraception définitive. Et il y en a 8% qui n'utilisent aucun moyen de contraception. Donc ça, souvent, ce sont des femmes qui n'ont pas de partenaire. Ou alors, des femmes, je dirais, qui sont très proches de la ménopause et qui se disent qu'elles ne sont plus trop fertiles et qu'il n'y a plus trop de risques à ce niveau-là. Et on a 4% des femmes qui utilisent des méthodes de contraception alternatives. Donc la symptothermie se trouverait dans ces 4%. Ça, ce sont des chiffres de 2018. Moi, je sais qu'au sein de la Fondation suisse pour laquelle je travaille, on a fait d'autres études plus récentes. Le chiffre aujourd'hui serait plutôt proche de 8 à 10%. Et on sait qu'il y a 30% des femmes qui ont essayé dans leur vie, au moins une fois, un moyen de contraception naturelle. Donc voilà, ça me semblait important de rappeler aujourd'hui où on en est en termes de paysage contraceptif en France. Ouais, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même si elle est très basse, une baisse quand même du recours à la pilule, puisqu'on passe de 41% à 36, à 33, à 32. C'est lent, mais ça diminue régulièrement, quoi. Oui, exactement. Alors, eh ben, merci parce que tu fais la transition Ah bon, parfaite, Rémi. ok. Donc, c'est mon slide suivant. Effectivement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une journaliste qui s'appelle Sabrina Debusca qui a écrit un livre il y a quelques années, J'arrête la pilule. Et pour écrire ce livre, elle a réalisé un sondage auprès de plusieurs femmes, 3616 femmes en France, et elle leur a demandé, eh bien, si elles éprouvaient des effets secondaires avec la prise de la pilule. Et c'est assez effarant de voir, il y a 70% des femmes qui ressentent des effets secondaires suite à la prise de pilule. Donc, l'effet indésirable majoritaire, c'est la baisse de libido. Et parmi toutes les femmes que je reçois en symptothermie, ça ressort très souvent. Et c'est une des motivations premières pour arrêter la pilule et retrouver un cycle naturel. Ensuite, on a la problématique de la prise de poids, des troubles de l'humeur, voilà, les migraines, la sécheresse vaginale, ça peut aller à de l'acné, des mycoses à répétition. Bref, je tiens aussi à le dire, ce soir, je ne suis pas là pour débattre et remettre en cause l'acquis de la pilule. Hein. C'est pas du tout, je suis pas du tout là pour ça. Moi, je m'adresse simplement aux femmes qui ne supportent plus la pilule ou qui ne souhaitent plus l'utiliser parce que tout simplement, ça leur convient pas. Et aujourd'hui, c'est mesuré que prendre une pilule, ce n'est pas anodin. Il y a des femmes, c'est vrai, qui ne vont pas ressentir d'effets secondaires, mais il y en a quand même 70% qui vont en ressentir. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, ces femmes, quand elles arrêtent la pilule? Eh bien, à l'inverse, elles retrouvent une libido, elles sont reconnectées à leur corps, à leur cycle, elles perdent du poids, elles ont moins de sautes d'humeur, une plus grande énergie, pour ne citer que les plus importants. Donc, il y a quand même visiblement un réel bienfait à arrêter cette contraception chimique. Le problème, et c'est ce que souvent me disent les femmes, c'est que quand elles vont voir leur sage-femme, mais surtout leur gynécologue en disant: écoutez, moi la pilule, je ne supporte plus, le stérilet c'est pareil, ou alors simplement dire: écoutez, moi,
j'en ai marre de manger une pilule tous les mois, je veux vraiment arrêter les perturbateurs endocriniens et passer sur un cycle naturel. Souvent, les gynécologues vont nous rigoler au nez en disant, bah, écoutez, faites votre méthode naturelle, puis vous reviendrez dans quelques mois pleurer parce que vous serez tombée enceinte. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue très souvent, et pour cause, c'est parce que les méthodes d'observation du cycle, vous vous en doutez, elles ont très mauvaise presse en France et elles sont loin de faire consensus. Et je te remercie d'ailleurs, Rémi, de me donner la parole ce soir pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Moi, je me suis amusée en préparant cette conférence à aller regarder sur des sites assez connus en France, Choisir sa contraception ou le site de la Haute Autorité de Santé. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai mis la citation un petit peu en dessous. Il existe aussi plusieurs méthodes naturelles de contraception, telles que le retrait ou l'abstinence, méthode Ogino, Billings et méthode des températures. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Contraignantes, ces méthodes sont peu fiables. Donc, on nous dit que c'est contraignant et ensuite, on nous dit quoi? Que ces méthodes ont un taux d'échec de 20 à 25% en usage pratique. Alors, ça va me permettre d'introduire deux notions. Pour la contraception, on mesure la fiabilité d'une contraception par son taux d'échec. C'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl. Je vais réutiliser ce mot indice de Pearl un petit peu plus loin. C'est pour ça que je vous l'explique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un taux d'échec de 20 à 25%? Eh bien, ça veut dire qu'il y a 25 femmes sur 100 qui tomberaient enceintes la première année en utilisant une méthode naturelle. Donc, si on a un taux d'échec de 25%, pour moi, ce n'est même pas une méthode de contraception, c'est un échec tout court. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et il nous précise en usage pratique. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la contraception, on va toujours mesurer deux choses. L'usage parfait et l'usage courant, pratique. Par exemple, la pilule. L'usage parfait, ce serait une femme qui prendrait toujours cette pilule à la même heure, qui n'oublierait pas, qui ne serait jamais malade, qui ne vomirait pas, qui n'aurait pas la diarrhée, qui ne prendrait pas d'antibiotiques, parce qu'on sait que les antibiotiques peuvent un petit peu diminuer l'efficacité de la pilule. Ça, c'est le monde parfait. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. La plupart des femmes, elles ont oublié au moins une fois leur pilule, des fois, c'est pas toujours à la même heure, elles vont être malades, et c'est pour ça qu'on va toujours s'intéresser plutôt à l'usage pratique courant, parce que la vie, elle n'est pas parfaite et qu'il y a des aléas. Et vous allez le voir aussi pour la symptothermie, c'est pareil, il faut être capable de s'adapter. Une femme, elle ne peut pas toujours fonctionner dans un schéma optimum. Donc, retenez bien ça, l'indice de Pearl et la distinction entre usage pratique et usage théorique. Alors, je vais d'ores et déjà préciser certaines choses. Sur ces sites, Choisir sa contraception, la Haute Autorité de Santé ou bien d'autres sites, on se rend compte qu'on nous parle de méthodes naturelles, mais c'est un vrai panier de crabes. C'est-à-dire que dans ces méthodes naturelles, on recense plus de 15 méthodes et on met de tout et de n'importe quoi. Ça va être du retrait, ça va être des méthodes désuètes, comme la méthode du calendrier. Je redirai plus tard, mais qu'est-ce que c'est la méthode du calendrier? Méthode très utilisée au moment de mai 68. C'est une méthode où on va prédire l'ovulation, on va prédire les règles. On va dire, oh, les femmes, elles ont à peu près un cycle de 28 jours, elles vont à peu près ovuler au jour 14. Donc, moi, je te dis que ta fenêtre de fertilité, elle sera à peu près à tel moment et que tes règles arriveront à peu près à tel moment. Gros danger, parce qu'on sait que même une femme qui serait extrêmement bien réglée, on n'est jamais à l'abri d'une perturbation émotionnelle ou d'un incident qui va perturber son cycle. Donc, cette méthode du calendrier, elle n'est pas fiable. Et malheureusement, j'en connais, il y a beaucoup de bébés oginaux qui sont nés parce que c'est une méthode qui applique un cycle parfait et ce n'est pas du tout le cas chez la plupart des femmes. Donc voilà, on va mettre dedans le retrait, on va mettre dedans cette méthode-là, la méthode des températures, qui est une méthode à indice simple où la femme va juste prendre sa température. À l'inverse, on utilise la méthode Billings, où on va uniquement regarder sa glaire. On met aussi dedans, dans ces méthodes naturelles, les gels spermicides. On va mettre dedans les monitorings de la fertilité. Vous savez, c'est ces objets qui coûtent extrêmement cher, où on prend sa température et après, ça nous dit, attention, t'es fertile, protège-toi ou pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Et très souvent, dans ces chiffres, ne sont pas cités la symptothermie. Je vous l'ai mis sur le site Choisir sa contraception et la Haute Autorité de Santé. On parle des méthodes naturelles avec un taux d'échec de 25%, mais on ne cite pas la symptothermie dedans.
Et c'est pareil, je vous ai mis la photo dans le dossier de l'obstétrique à destination des sages-femmes. C'est un dossier sur la contraception. On aborde les contraceptions naturelles, mais on ne parle pas de symptothermie. Et moi, je me suis amusée à aller rencontrer des gynécologues et des sages-femmes autour de chez moi pour parler de la symptothermie. Donc, les sages-femmes, ça va, c'est un public relativement ouvert. Elles connaissent, mais elles n'osent pas en parler à leurs clientes parce qu'elles n'arrivent pas à les accompagner dessus. Et je le redirai, pour que la méthode soit fiable, il faut un accompagnement d'au moins 6 mois. Et quand on en parle à l'inverse aux gynécologues, ils disent « Ouh là là, mais c'est pas fiable votre truc ». Puis quand on creuse un peu, ils disent « Bah oui, mais c'est la méthode du calendrier, là, votre truc ». Non, non, ce n'est pas la méthode du calendrier. Donc, très souvent, les professionnels de santé n'ont pas été formés à cette méthode et ils vont l'associer à d'autres méthodes d'observation du cycle qui ne sont pas fiables. Donc, il faut bien faire attention et c'est pour ça que je voulais bien repréciser les termes. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de méthode de contraception naturelle et quand on parle de symptothermie. Hein, c'est différent. Alors, est-ce que ces méthodes d'observation du cycle sont fiables? Donc là, c'est un graphique que j'ai fait, toujours extrait du livre de Sabrina Debusschke, J'arrête la pilule. Je l'ai simplement mis en graphique parce que je trouve que c'est plus parlant. Et en fait, j'ai distingué en vert clair la théorie, donc l'usage parfait, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'usage pratique courant. Et qu'est-ce qu'on remarque? Alors, le retrait, qui est tout à gauche. Eh bien, on nous dit, en théorie, le retrait, il est fiable, il n'y aurait que 4% d'échecs. Ah oui, mais quand on regarde la pratique, il y a quand même plus de 25 femmes qui tomberaient enceintes dans l'année en utilisant le retrait. Donc, c'est une méthode d'observation du cycle qui n'est pas du tout naturelle. On a ensuite la méthode du calendrier, la méthode Ogino. Je viens de vous en parler. On va prédire l'ovulation, prédire les règles. Alors, en théorie, il n'y aurait que 5% d'échecs. Ah oui, mais en pratique, on l'a déjà dit, 25% d'échecs. Donc, ce n'est pas une méthode de contraception fiable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'est plus du tout utilisée. Elle est ce qu'on appelle désuète. Ensuite, on a la méthode Billings. Donc, la méthode Billings, c'est une méthode à indice simple où la personne va uniquement analyser sa glaire cervicale. La glaire cervicale, je vous le rappelle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du col de l'utérus. Donc, toujours pareil, en théorie, elle est fiable. Voilà, il n'y a que 3% d'échecs. Ah oui, mais en pratique, on avoisine quasiment les 10% d'échecs, 10 femmes qui tomberaient enceintes dans l'année en utilisant cette méthode. La méthode des températures, c'est encore pire. En théorie, on nous dit oui, oui, c'est une méthode très fiable, souvent utilisée par nos grands-mères. Il y aurait 2% d'échecs seulement. Ah oui, mais en pratique, c'est pareil, on avoisine plutôt les 25% d'échecs. Et on le verra parce que la température, elle peut être impactée par énormément de facteurs. Et en symptothermie, on va penser à indiquer justement ces incidents qui peuvent perturber le cycle pour ne pas prendre toujours une température comme argent comptant, si vous voulez, pour vrai, parce qu'elle peut être perturbée pour X raisons. On a ensuite les monitorings de fertilité. Bon, je ne détaille pas. Et si on regarde la pilule, tiens, tout à droite, en théorie, 2% d'échecs. Ah oui, mais en pratique, on avoisine plutôt les 9-10%. Et c'est pour ça que je vous ai mis tout à gauche, c'est d'après une étude, 2/3 des grossesses non désirées ont lieu sous méthode contraceptive. Et en fait, c'est un chiffre qui désigne beaucoup la pilule. Donc, 2/3 des grossesses ont lieu sous pilule. Donc, ce n'est pas un moyen de contraception en pratique toujours fiable. Et c'est parce que souvent, la femme va l'oublier ou ne va pas la prendre à heure régulière. Et je n'ai pas commenté 2 méthodes d'observation du cycle exprès parce que ce sont pour moi les méthodes les plus fiables. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la MAMA, la méthode d'allaitement maternel par aménorrhée. Donc, c'est une méthode, si on respecte les critères très stricts, eh bien, ça veut nous dire que l'allaitement va bloquer la fertilité. Et je suis très bien placée pour vous en parler puisque j'ai accouché de ma fille il y a 1 an, je l'allaite toujours, j'ai appliqué les règles de cette méthode, je ne suis pas tombée enceinte. Donc, c'est une méthode, hein, si on regarde entre la théorie et la pratique, c'est à peu près pareil. Hein. Je dirais, voilà, 2% d'échecs en théorie, 2% d'échecs en pratique. Donc, l'allaitement, il peut vraiment être bloquant pour la fertilité, mais à condition de respecter certains critères. Et quand il y a un des critères qui est plus respecté, là, on quitte ce mode-là et on passe sur un autre mode, un mode allaitement partiel qu'on utilise en symptothermie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un mode vraiment pointu, mais en tout cas,
la méthode d'allaitement par aménorrhée, c'est une méthode efficace. Et enfin, la symptothermie, comme on peut le voir sur le graphique, eh bien, entre la théorie et la pratique, il y a très peu d'échecs. C'est donc une méthode qui est fiable, à mon sens. Et vous allez le voir, je ne suis pas la seule à le dire, il y a des études qui ont été faites à ce propos. Je vous les mets sur ce slide. Il y a un rapport de l'OMS qui a été écrit en 2018, et dans ce rapport, on nous dit que le taux d'échec des méthodes à double contrôle, donc on dit aussi à indice combiné, c'est-à-dire les méthodes d'observation du cycle qui utilisent au moins 2 critères, pour la symptothermie, la température, la glaire cervicale à minima, et on le verra, on peut aussi aller autopalper son col, eh bien on nous dit qu'elles ont voilà, une efficacité semblable à la pilule. Moi, je dirais plutôt au stérilet cuivre, parce qu'on a vu que la pilule, il pouvait y avoir en pratique un petit peu plus d'échecs. Et on nous dit, en emploi parfait, ces méthodes, elles sont inférieures à 1% d'échecs, et dans la pratique, on est autour de 2% d'échecs, ce qui est cohérent avec le graphique que je vous ai montré sur le slide d'avant. Et on a également une deuxième étude qui a été faite. Elle date un peu, celle-là, je suis d'accord. Une étude de 2007 sur plus de 17 000 cycles. Et là, on nous dit effectivement que pour les méthodes symptothermiques sensiplant, donc la méthode symptothermique sensiplant, c'est la méthode symptothermique, je dirais, de référence, eh bien, on a un taux d'échec de 0,59% avec l'utilisation d'une méthode barrière. Donc, ça veut dire que la femme, dans ces cas-là, elle va utiliser un préservatif, un diaphragme ou autre pendant la phase fertile. Et on a un taux d'échec qui est un petit peu plus bas de 0,43% si la femme s'abstient totalement en période fertile. Donc ça, c'est pour la théorie. Et quand on regarde l'usage courant, eh bien, on nous dit que le taux d'échec est de 1,8%. Donc, si je devais résumer, pour la symptothermie, dans la pratique quotidienne, une femme n'a qu'un taux d'échec de 2%. C'est toujours trop, hein. Vous me direz 2 femmes qui tombent enceintes sur 100 dans l'année, mais par rapport aux autres méthodes de contraception et même les méthodes de contraception chimique, eh bien, c'est une méthode, en tout cas, d'après les études et d'après ma pratique, qui est fiable. Je ne devrais peut-être pas forcément le dire, mais moi, je travaille pour une fondation suisse, j'y reviendrai plus tard. Ça fait plus de 20 ans que la fondation suisse existe. On n'a jamais eu de plainte pour une grossesse non désirée pour les femmes qui ont été accompagnées. Et ça, je l'ai bien mis en rouge et l'OMS nous le dit. Ce sont des méthodes qui sont fiables à condition d'avoir été bien formées à la méthode pendant au moins 6 cycles. Et cette condition, elle est très, très importante. Une femme qui se formerait en autodidacte à la symptothermie, elle n'a pas du tout ces pourcentages-là aussi faibles. Il y a des risques de grossesse beaucoup plus élevés. Ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Alors, si vous n'avez pas de questions, parce que je ne les vois pas dans le chat, hein, si c'est le cas, Rémi, n'hésite pas à m'interrompre. On va voir un petit peu plus en détail la pratique de la symptothermie. Alors, au niveau de l'histoire, il faut savoir que les premières méthodes symptothermiques, elles remontent aux années 60. Et c'est un médecin autrichien, le professeur Rotzer, qui a mis au point la première méthode symptothermique. C'était un médecin catholique et à l'époque, on cherchait des méthodes naturelles, on va dire, pour réguler les naissances. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié plus de 400 000 cycles de femmes avant d'écrire son livre « L'art de vivre sa fertilité », où il expose sa méthode symptothermique. Donc moi, c'est vrai que ça me fait rire quand on me dit que la symptothermie n'est pas fiable, qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites, qu'il n'y a pas eu d'échantillons représentatifs. Moi, j'ai fait du marketing avant. Quand on lançait un produit cosmétique de luxe, voilà, si on avait 20, 25 femmes qui avaient testé l'échantillon pour valider que le produit était bien, on était content. Là, on est quand même sur 400 000 cycles, donc c'est un échantillon qui est extrêmement large. Et le professeur Rotzer pouvait aussi tester la méthode sur sa femme, puisque c'est elle qui lui a aussi mis le pied à l'étrier en lui demandant d'analyser les méthodes d'observation naturelle du cycle, parce qu'elle ne souhaitait pas prendre de moyens de contraception. Donc ce professeur Rotzer, il a créé et écrit ce livre, si vous voulez, dans les années 65. Et ensuite, ses travaux ont été repris par un couple suisse, Christine Bourgeois et Harry Wettstein, qui ont créé la Fondation Suisse Symptotherme. Et eux, ils se sont dit quoi? Eh bien, tiens, on va reprendre cette méthode symptothermique qui, à l'époque, se faisait qu'en manuel.
Christine Bourgeois a été conseillère et élève du professeur Rotzer pendant plus de 20 ans, donc elle connaissait très très bien la méthode, et ils se sont dit, bah tiens, on va la moderniser. Et ils ont créé une application mobile, ils ont créé un algorithme mathématique pour retranscrire les règles de la méthode, ils l'ont testé, reperfectionné, et finalement, ça a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui la symptothermie moderne, et c'est ce qui nous permet de pouvoir pratiquer la symptothermie avec un logiciel qui est fiable. Je ne vous ai pas mis l'étude ici, mais si vous allez voir sur leur site, c'est l'application mobile en fait numéro 1 aujourd'hui sur le marché, avec un logiciel qui est extrêmement fiable pour calculer la phase de fertilité et d'infertilité de la femme. Et ce couple a aussi traduit le livre du professeur Rotzer dans plusieurs langues. Ils ont écrit un manuel gratuit en PDF que vous pouvez retrouver sur Internet. Ils ont vraiment contribué, je dirais, à vulgariser la méthode pour la rendre accessible au plus grand nombre de femmes. Voilà. Je ferme la parenthèse sur la partie historique, mais ça me semblait important, je dirais, de rendre à César aussi ce qui est à César. Alors la symptothermie, je l'ai dit au début, méthode qui va permettre à la femme de repérer avec une grande justesse et précision, et j'insiste bien sur justesse et précision parce qu'on n'est pas sûr de l'à peu près, ses phases fertiles et infertiles. Et pour ça, on va observer principalement 2 choses, la consistance de la glaire cervicale, produite par le col de l'utérus. C'est pour ça que dans symptothermie, on a sympto pour les symptômes. On pourrait observer aussi, au besoin, le col de l'utérus et le palper. C'est ce qu'on appelle l'observation du col. Ça serait, si vous voulez, un 3e critère bonus, mais il n'est pas déterminant. L'observation de la glaire cervicale, dans la majorité des cas, suffit au niveau des symptômes. Et dans un 2e temps, on va regarder la température corporelle au réveil. C'est pour ça qu'on a le mot thermie dans symptothermie. On est bien sur une méthode à indice combiné ou méthode de double contrôle où on va regarder à minima 2 critères. Et finalement, cette méthode symptothermie, ce n'est rien d'autre que le croisement de 2 méthodes. La méthode des températures, on a vu, elle n'était pas fiable à 100%, surtout en usage pratique, et la méthode Billings, qui est la méthode à l'inverse où on va regarder que la glaire cervicale. Et donc la symptothermie, ils se sont dit, bah tiens, on va croiser les 2 critères pour plus de fiabilité. Et c'est donc une méthode qu'on peut utiliser pour différents objectifs, pour s'observer. Alors moi, ça a été le cas au début, quand j'ai arrêté ma pilule, je n'avais pas de partenaire, je souhaitais me reconnecter à mon corps, à mon cycle. J'ai pratiqué la symptothermie pour comprendre comment je fonctionnais. On peut l'utiliser en conception, et j'accompagne des femmes qui souhaitent concevoir un bébé. Et à ce moment-là, on va dire regarder que le cycle aille bien. Je vous montrerai plus tard à quoi ressemble un cyclogramme. C'est le graphique sur lequel la femme va rentrer ses données de température et de glaire. Donc, ce cyclogramme, ça va nous permettre tout de suite de repérer s'il y a un problème ou pas au niveau du cycle, est-ce que la femme ovule bien ou pas. Et on va pouvoir, après, en fonction de ça, eh bien, adopter un comportement et dire à la femme, eh ben, tiens, ta fenêtre de fertilité, c'est à ce moment-là, il faudrait que tu aies des rapports à ce moment-là de ton cycle. J'ai accompagné une femme, pour la petite anecdote, qui voulait un bébé, qui n'y arrivait pas et qui me disait, ah mais moi j'ai des rapports, mais surtout pas quand je vois de glaire cervicale parce que c'est sale. Et je lui dis, bah, malheureusement, en fait, elle me disait en plus de glaire cervicale quand elle est bien étirable. Et je lui disais, bah, malheureusement, en fait, c'est là où tu es la plus fertile et c'est à ce moment-là qu'il faudrait avoir des rapports. Et puis, il a suffi d'ajuster ce paramètre et 2 cycles après, elle était tombée enceinte. Donc, toujours pareil, hein, cette méconnaissance du corps et parfois ce dégoût, ce rejet qu'une femme peut avoir est un petit peu dommageable parce qu'en fait, on ne connaît pas ses critères de fertilité. Et une fois qu'on les connaît, on peut maximiser ses chances de concevoir. On peut l'utiliser aussi évidemment en contraception. Et à ce moment-là, on va s'abstenir ou se protéger en phase fertile et aussi pendant l'allaitement. Alors, comment est-ce qu'on prend sa température? Alors déjà, il nous faut un bon outil. Il nous faut un thermomètre à double décimale. Donc c'est un thermomètre où il va y avoir 2 chiffres après la virgule parce qu'il y a une plus grande fiabilité. Ensuite, on va prendre sa température du corps au repos après 5 heures de sommeil minimum. Ça veut dire que la femme va prendre sa température avant de poser un pied par terre. Bon, parfois, elles oublient, elles vont aux toilettes avant, mais dans l'idéal, on va vraiment éviter de bouger, de s'activer, parce que dès qu'on s'active, ça peut faire augmenter la température corporelle. C'est pour ça qu'on dit que c'est la température basale du corps au repos.
On va prendre sa température, non pas tous les jours à la même heure, parce que souvent, c'est le grand mythe qui tourne autour de la symptothermie et c'est pour ça qu'on nous dit « Oh là là, mais c'est une méthode contraignante ». Pas du tout. En symptothermie, on va tolérer 2 heures d'écart. Sachant que chaque femme est différente. Il y en a, par l'observation d'elles-mêmes toujours, qui vont s'apercevoir qu'elles sont peu sensibles à la prise horaire et elles vont peut-être pouvoir tolérer 3 heures, voire 3 heures et demie d'intervalle. Et à l'inverse, peut-être que chez d'autres, eh bien, dès qu'il y aura une demi-heure de décalage, ça va se connaître. Dans tous les cas, ce qu'on conseille aux femmes, c'est de prendre la température avant 8h30 et surtout avant 9h le matin. Parce qu'après, on sécrète du cortisol et c'est une hormone qui va faire naturellement augmenter la température corporelle. Hein, c'est l'hormone du stress qui nous dit « Eh ma cocotte, il est temps de te lever ». Alors, c'est vrai que les températures prises avant 8h30 sont plus fiables. Ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre sa température tous les jours jusqu'à sa ménopause. Hein. Ça aussi, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont un peu refroidies par la symptothermie parce qu'elles se disent « Ouh là là, mais moi, je veux pouvoir faire la fête, je ne suis pas forcément toujours rigoureuse, je veux faire des grasses matinées ». Moi, comment j'ai l'habitude de fonctionner quand j'accompagne une femme, les premiers cycles, le temps de découvrir la méthode, le temps de voir si son cycle est régulier, je vais lui demander effectivement de se protéger et de s'observer tous les jours. Mais quand je vois que le cycle, il est régulier, que la femme, elle a acquis les règles de la méthode, eh bien, elle va s'observer et prendre sa température juste en phase fertile. Et si on reprend l'exemple d'un cycle de 28 jours, je vous en montrerai un tout à l'heure, on va s'observer pendant 10 à 12 jours. Donc, je dirais qu'il y a 10, allez, grand maximum 15 jours dans le cycle où il va falloir être plus assidu et bien penser à prendre sa température dans cet intervalle et si possible avant 9 heures. Et puis après, on est même dispensé des prises de température une fois qu'on est en phase infertile. Et à ce moment-là, on rentre dans l'aspect sympathique de la symptothermie où c'est plus contraignant de la prendre, je dirais, tous les jours. Il y a juste, j'ai pas bien compris l'intervalle des 2 heures. Donc j'ai bien Ah compris que oui, c'était pardon. au Ah, réveil avant 8h30, mais les 2 heures, c'est-à-dire qu'il faut la reprendre à 11h du matin ou à non, 10h30? pardon, Non, oui, c'est tu quoi? as raison. C'est vrai que pour moi, c'est évident, mais c'est pas forcément clair. Ça veut dire, par exemple, que si tu la prends un matin à 6 heures, tu peux la prendre le lendemain à 8 heures. Il y a 2 heures d'intervalle. Si D'accord, tu la prends à 7 heures, tu peux la prendre le lendemain jusqu'à 9 heures. Voilà, d'accord. les 2 heures d'intervalle, en fait, c'est selon les jours, sachant qu'il y a des femmes qui vont être plus ou moins sensibles. Voilà. Et globalement, il faut que ces 2 heures d'intervalle, c'est ce que j'ai dit, interviennent avant 8h30, 9 heures, parce que sinon, après, c'est faussé par la sécrétion de cortisol. Mais tu fais bien de préciser parce que c'est pas forcément clair, effectivement, quand je le dis comme ça. Ok. Alors, on peut prendre sa température par 3 voies, la voie buccale, anale ou vaginale. Alors moi, j'aime moins la voie buccale parce qu'on peut plus facilement faire des erreurs, parce qu'il ne faut pas ronfler, il ne faut pas dormir la bouche ouverte, il ne faut pas baver. Et c'est sûr qu'on n'est jamais sûr à 100% de ne pas ronfler. Voilà, même s'il y a des femmes qui disent non, non, mais je ne ronfle pas. Quand je regarde après leur courbe de température, je vois tout de suite que la prise buccale n'est pas fiable. Donc, si une femme souhaite commencer par voie buccale, c'est possible. Mais si moi, après, je vois que sa courbe de température, elle fait des yo-yo, je vais lui demander de passer sur voie anale ou vaginale parce que ce sont des voies qui sont beaucoup plus fiables et il y a beaucoup moins de perturbations possibles. Mais on peut commencer en voie buccale et c'est vrai que souvent pour les femmes, c'est l'aspect très pratique d'utiliser ce mode-là. Et ce qui va être très important de noter en symptothermie, ça va être les incidents. Parce que tout incident va perturber la température. Donc, je ne vais pas tous vous les citer, mais si par exemple, une femme, elle a pris sa température tardivement ce jour-là, mettons à 11 heures, eh bien, il y a de grandes chances que sa température, elle soit anormalement haute. Si une femme a trop mangé, elle a fait trop la fête, elle a bu plus que d'habitude, elle a été en voyage, il y a du décalage horaire, il y a eu un gros stress. Bref, il y a plein d'incidents qui peuvent rentrer en compte. Et souvent, je dis aux femmes de penser à noter tout ce qui n'est pas dans sa norme ou son quotidien. Ce que je vous ai mis ici, c'est une liste qui est dressée dans l'application mobile. C'est une liste qui est loin d'être exhaustive. C'est pour ça qu'on a une zone commentaire. Et moi, je demande systématiquement aux femmes, quand elles vivent des choses un petit peu fortes au niveau de leur cycle, enfin, tout ce qui peut impacter, de le noter. Parce que autant le logiciel informatique, il est extrêmement fiable et en fonction des données que la femme va rentrer, il va pouvoir calculer sa fertilité ou son infertilité.
mais le logiciel, il ne va pas être capable de dire écoute, un tel, hier soir, tu n'aurais pas un petit peu trop fait la fête ou bu un peu trop, cette température-là, elle me semble anormalement haute. Lui, il ne va pas être capable de la corriger. Une conseillère en symptothermie peut le faire, peut apprendre aussi pendant les 6 mois de suivi à la femme à comprendre comment neutraliser une température qui est faussée, et après, comme ça, d'elle-même, elle est autonome. Parce que le but, c'est de conduire les femmes à l'autonomie. C'est les reconnecter à elles-mêmes, à comprendre leur cycle. Et ça, c'est un message que j'aimerais passer. On est toutes différentes. Et souvent, quand les femmes commencent la symptothermie, elles veulent se caler sur la théorie, sur le manuel. Et c'est pas ça, en fait. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'issue des 6 mois d'accompagnement, une femme, elle connaisse son propre schéma de cycle. Et certaines vont être sensibles à la température, d'autres pas, au décalage horaire. Voilà. Il faut vraiment chacune est différente et il faut individualiser l'accompagnement. Ça, c'est extrêmement important. Alors, le deuxième critère, comment observer sa glaire cervicale ou, on dit de façon plus poétique en symptothermie, son élixir de vie. Et je vous ai donc remis le schéma du col de l'utérus avec cette substance blanchâtre qu'on voit qui est la glaire cervicale. Alors, au début du cycle, je vous rappelle, le jour numéro 1, c'est le jour des menstruations, des règles. Jusqu'au jour 6, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un col de l'utérus qui est bas, qui est fermé. On voit que les spermatozoïdes ne peuvent pas passer. On est dans une période, on nous dit en symptothermie, infertile à 98%. Vous allez me dire 98%, mais ça veut dire qu'il y a 2% de chances de tomber enceinte. Alors, c'est très rare, mais d'après l'étude du professeur Hotzer, sur des profils d'hyperfertilité, mais surtout sur des femmes qui approchent de la ménopause, là où le cycle peut être beaucoup plus raccourci, ça serait possible d'avoir une ovulation qui intervient un petit peu tôt. Mais de toute façon, en symptothermie, la règle c'est on s'observe et on commence à se protéger à partir du jour 6. Et si on observe avant le jour 6 un signe de fertilité, à savoir de la glaire cervicale, eh bien, on commence à se protéger. Donc, en symptothermie, on ne prend jamais de risque. Dès qu'on voit, je vais en parler plus tard, mais qu'on observe une matière, on se dit, oulala, la fertilité a potentiellement démarré, je vais me protéger. Et je vais vous poser une question parce que c'est vrai que voilà, parler toute seule, c'est pas très intéressant, c'est bien d'avoir un petit peu d'interaction. À votre avis, durant cette phase d'infertilité préovulatoire, combien de temps vit un spermatozoïde? Et Rémi, je te pose aussi du coup la question. D'accord. Alors juste, je rappelle à tout le monde pour répondre, la petite bulle discussion. Vous cliquez dessus à droite, vous pouvez donner votre réponse et vous envoyer après. Moi, je crois que c'est plusieurs jours, c'est 4-5 jours, non? Dans cette phase-là, en phase infertile, tu dirais 5 à 6 jours? En phase. Oui, alors Mais ta réponse est bonne, mais pas pour cette phase-là. Mais oui. je me suis pas, effectivement, je me suis pas posé cette question-là. D'accord. Ouais. Ah ben d'accord. Non, je ne saurais pas dire. Je pense que l'environnement et le milieu ne doivent pas lui être très favorables. Exactement. Le pH est très acide à ce moment-là. Et donc, un spermatozoïde, il survit de quelques minutes à 3 heures maximum. D'accord. Donc, la vie n'est pas possible. Bon, garde ta réponse parce qu'effectivement, c'est une question que j'allais poser un peu plus loin. Donc, une fois qu'on a terminé cette phase-là, on rentre en phase préovulatoire à partir du jour 6. Et en symptothermie, on va commencer à observer sa glaire. On peut observer sa glaire soit au niveau du col, je vous ai montré la photo tout à l'heure, on peut s'observer au niveau de la vulve ou alors directement sur le papier de toilette pour recueillir cette matière. On ne s'observe jamais dans la culotte, jamais dans les sous-vêtements. Pourquoi? Parce que la partie aqueuse de la glaire est absorbée et à ce moment-là, désolé, c'est pas très poétique, mais c'est le cas, on a juste une croûte dans sa culotte et ça, c'est pas du tout analysable. Donc attention, parce que beaucoup de femmes qui utilisent cette méthode en autodidacte regardent directement dans la culotte et là, il y a un grand danger. Alors, l'élixir en première partie de cycle, les œstrogènes, vous vous souvenez, elles vont être sécrétées et alors elles vont amener un petit peu d'eau, elles vont contribuer à la formation de cette glaire. La glaire cervicale, en fait, qu'est-ce que c'est? Schématiquement, c'est comme une rivière qui permet aux spermatozoïdes de nager et de remonter les cryptes du col pour aller féconder un ovule, s'il y a eu un rapport non protégé. Donc, plus il y a de glaire, plus les spermatozoïdes, finalement, pourront nager.
Et en première partie de cycle, on va commencer à observer une matière un peu blanchâtre, un peu crémeuse. On est en Haute-Savoie ici, on a bien les produits laitiers. Ça va ressembler à du bifidus, à du yaourt. Je vous ai mis une photo, je ne sais pas si on voit très bien. Mais voilà à quoi cet élixir à quoi il va s'apparenter. Et on est dans une phase où on commence à être fertile à 100%. Donc attention, on se protège si on ne souhaite pas de bébé. Et on le voit sur le schéma du bas, le col de l'utérus, il commence à s'ouvrir et le passage pour les spermatozoïdes est possible. Et là, Rémi, je te repose la question, et là, tu vas pouvoir me répondre, et ta réponse dans ces cas-là est juste. Un spermatozoïde, dans cette phase, effectivement, pourrait survivre 5 à 6 jours dans les cryptes du col. C'est comme si il sirotait un petit cocktail au bar dans les cryptes, et puis dès que l'ovule il est expulsé, ils ont une petite antenne, vite, et hop, ils peuvent le rejoindre. Je précise que ce sont les spermatozoïdes femelles qui survivent 6 jours dans les cryptes du col. Les spermatozoïdes mâles, ils sont un petit peu moins véloces, c'est comme ça au niveau de la nature. Le féminin l'emporte, non, je rigole. Ils vont survivre à les maximum 48 heures. C'est pour ça qu'une femme qui voudrait, mettons, absolument une fille, eh bien, on lui conseillera d'avoir un rapport sexuel 6 jours, voire 5 jours avant l'ovulation, et après, plus du tout. Parce qu'un spermatozoïde mâle, finalement, eh bien, il aurait très peu de chances de survivre. Et pour la petite anecdote, c'est ce qui m'est arrivé moi. J'ai exactement été dans ce schéma-là. Et donc, je savais que biologiquement, je ne pouvais pas attendre de garçon, que ça allait être une petite fille. J'ai donc pas été surprise à l'échographie quand j'ai vu que c'était une petite fille dans mon ventre. Donc, c'est intéressant parce que souvent, on nous parle du salé sucré pour le sexe de l'enfant et on ne connaît pas forcément souvent cette petite subtilité par rapport à la durée de vie des spermatozoïdes. Juste une question, quelle est la différence? Ah oui, voilà, j'allais te dire quelle est la différence entre le dessin de droite et celui de gauche. Ça me semblait semblable, mais il fallait attendre la slide suivante. Oui, en fait, c'est semblable. C'est juste que je mettais... Donc, le dessin est semblable, mais c'est la matière, en fait, à côté qui est différente. C'est vrai qu'en symptothermie, on utilise des icônes pour caractériser les schémas de glaire. Et en fait, c'était juste pour montrer que en phase préovulatoire, on appelle cela le petit bâton en symptothermie et il correspond en fait à du yaourt, à du bifidus, c'est ce que tu vois un petit peu à l'écran. Et après, on rentre dans la phase ovulatoire, la phase de très haute fertilité, donc qui se situe au moment de l'ovulation. Et à ce moment-là, ce petit bâton, il passe à un grand bâton, on le voit sur le schéma. Et là, on est sur une glaire qui va être beaucoup plus étirable, beaucoup plus extensible. On dit en symptothermie qu'elle va ressembler à du blanc d'œuf. Et je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la théorie. Moi, j'accompagne des femmes qui n'ont jamais d'élixir étirable, même à l'issue des 6 mois après la prise de plante. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas une glaire étirable qu'on n'ovule pas ou qu'on n'est pas capable d'avoir un bébé. Chaque femme est vraiment différente. Moi, j'avais une femme, c'était marrant, elle voyait rien. Elle avait un grand bâton de 5 cm, donc un élixir de 5 cm au moment de l'ovulation, et après plus rien. Elle n'avait jamais ce petit bâton, cette glaire préovulatoire. Et à l'issue des 6 mois, l'important, c'est que la femme, elle comprenne son propre schéma de glaire. Alors, on parlait des spermatozoïdes, mais à votre avis, un ovule, combien de temps ça vit? Rémi? Alors, ça m'ennuie parce que je suis toujours le seul à répondre. Je crois que c'est plus long, c'est pas une semaine? Non. Alors, non, écoute, là, je sais pas. Alors, un ovule, ça vit à peu près 18 heures. Certains diront jusqu'à 24 heures, mais grosso modo, ça va vivre 18 heures. C'est extrêmement court. C'est pour ça que le moment de la fécondation, il est rapide. Mais il faut savoir qu'une deuxième ovulation spontanée peut se produire maximum 12 heures après la première. C'est ce qui va donner les jumeaux, par exemple. Donc voilà, on peut avoir 2 ovulations spontanées et en symptothermie, on est capable de le voir sur le graphique. Et enfin, on passe à la 4e phase, c'est la phase post-ovulatoire. Une fois qu'on a eu cette glaire très étirable au moment de l'ovulation, on a un schéma de glaire qui est complètement déstructuré, une glaire qui va plutôt être cassante,
collante. Souvent, je dis aux filles, c'est comme les grumeaux dans la pâte à crêpes. C'est aussi comme une crotte de nez. C'est pas très poétique, mais chez certaines, c'est une image qui va bien leur parler. On peut dire aussi que ça ressemble à du lait caillé. Alors nous, on appelle ça du corps jaune ou élixir jaune, parce que la progestérone va naturellement teinter cet élixir de jaune, mais là encore, ça dépend des femmes. Je pense que moi, parmi les centaines de femmes que j'ai accompagnées, la grande majorité, elles n'avaient pas cette couleur jaunâtre. Ça restait blanc, parce qu'elles avaient un taux de progestérone qui était pour moi insuffisant. Pour certaines, je leur donne des plantes qui peuvent aider à améliorer tout ça. Mais pareil, donc une femme qui s'observerait toute seule, je dirais, sans avoir été formée, si elle est à la recherche d'un élixir jaune et qu'elle ne le voit pas, bah, elle serait complètement perdue dans son schéma de glaire. Alors que ce n'est pas ça qui est important finalement. Ce n'est pas la couleur qui prime, c'est le côté cassant, déstructuré, après avoir vu une glaire très étirable. Et quand on est dans cette phase-là, on est vraiment infertile à 100%. Il n'y a aucun risque, hein, d'après les travaux du professeur Rotzer, qui a été repris ensuite par la Fondation Symptotherm, aucun risque de tomber enceinte. Et ça, c'est une phase qui dure habituellement entre 12 et 16 jours, donc on dit en moyenne 14 jours. Donc on a déjà 14 jours, si on ne souhaite pas avoir d'enfant et si on ne veut pas se protéger pendant cette phase, eh bien c'est possible. 14 jours où la femme est sûre d'être infertile et on n'est pas obligé d'utiliser de méthodes de contraception, de méthodes barrières. Voilà. On peut aussi ne pas se protéger en phase ovulatoire, hein, je le rappelle, la phase, mais ça correspond souvent à la phase des menstruations, la phase des règles, et on ne va pas se le cacher, très souvent, ce n'est pas une phase qui est très propice pour avoir des relations intimes. Voilà à quoi ressemblent les schémas de glaire, et j'ai utilisé des icônes, le petit bâton, préovulatoire, le grand bâton, phase ovulatoire, et le corps jaune qu'on voit à l'écran pour la phase post-ovulatoire. Alors maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un cyclogramme type quand j'accompagne une femme, comment en pratique une femme va rentrer ses données de température et de glaire cervicale. Donc bien évidemment, c'est un cyclogramme d'une femme qui est anonyme. Elle en est à son 3e cycle, hein, c'est ce qu'on voit en haut à gauche. Ensuite, elle utilise le mode de prise buccale avec la petite bouche et elle est en mode contraception puisqu'on voit un petit spermatozoïde barré. Elle a bien pensé à indiquer le premier jour du cycle, ses règles par les 3 gouttes rouges, et elle a terminé son cycle au jour 26. Donc on est sur un cycle ici de 26 jours. Il y a 3 codes couleurs. Le code rose qui correspond à l'infertilité préovulatoire, le code couleur bleu pour la phase de fertilité, donc là, si on ne veut pas de bébé, on se protège ou on s'abstient, et la phase jaune, la phase post-ovulatoire, durant laquelle on est infertile à 100%. Donc, vous le voyez, cette femme, elle a appliqué les règles de la méthode, hein, c'est son 3e cycle, et finalement, elle s'observe uniquement en phase bleue. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, c'est environ 10, aller jusqu'à 15 jours pour les cycles un petit peu plus longs. Et le reste du temps, elle est tranquille. On dit qu'elle est en vacances symptothermiques et elle n'a pas besoin de s'observer. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, hein, c'est ce qu'on voit sur le graphique en rose. Elle a indiqué sa température. Donc, elle a grosso modo respecté l'intervalle, hein, des 2 heures. Elle l'a prise au plus tôt à 6 heures, au plus tard à 8h30. Mais on est bien en dessous de la température de 9 heures que j'ai indiquée avec la sécrétion de cortisol. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Au niveau de la prise horaire, cette femme, elle respecte bien les règles de la méthode. Elle a pensé à indiquer le jour 8 un incident. Elle a fait la fête et elle a dû visiblement se coucher tard, un petit peu trop boire et manger. Et le lendemain, elle a dû avoir une température anormalement haute. Elle l'a neutralisée, ce qui est logique de faire comme ça. Ensuite, ce qu'on voit sur le graphique, c'est une ligne verte. La ligne verte, c'est quoi? C'est le plateau de température bas avant l'ovulation. L'ovulation, dans le langage symptothermique, est indiquée par le petit V à l'envers. Nous, c'est ce qu'on appelle le jour sommet. C'est le jour présumé de l'ovulation, qui a eu lieu chez elle le jour 13, le 8 octobre. Et donc, on voit que la température basse, elle se situe à peu près à 36,05. Et après l'ovulation, c'est très net chez cette femme. Qu'est-ce qu'elle a? Une température corporelle qui augmente. Et en symptothermie, pour fermer la fenêtre de fertilité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 3 jours de température haute accompagnée d'élixir infertile. Donc, je te le disais tout à l'heure, Rémi, hein,
un ovule, il vit, allez, maximum 24 heures et plus 12 heures parce qu'une deuxième ovulation est possible. Ça veut dire que 36 heures après l'ovulation, une femme serait censée être infertile, mais nous, on prend une marge de sécurité supplémentaire et donc on dit aux femmes, c'est après le 3e jour, donc 72 heures après l'ovulation, qu'on va fermer la fenêtre de fertilité. Quand une femme est accompagnée pendant les 6 mois de suivi, c'est la conseillère qui est garante de la fermeture de la fenêtre de fertilité. La femme n'a pas ce stress ou cette responsabilité-là. C'est la conseillère qui va le faire. Et moi, parfois, je vais dire oui, parfois, je vais dire non. Je vais dire, bah, attends, je ne suis pas sûre. On ne prend pas de risque par rapport à ça. Donc, cette femme-là, elle a un peu un cycle parfait puisqu'elle a ce qu'on appelle une montée de température en fugue de Bach, c'est-à-dire qu'elle a vraiment eu, après l'ovulation, 3 belles températures hautes. Très souvent, ce qui se passe dans la pratique, on a 2 températures hautes, puis hop, ça s'essouffle un peu et la 4e remonte. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'il nous faut, c'est avoir 3 températures hautes accompagnées d'élixirs infertiles. Et en symptothermie, les températures hautes accompagnées d'élixirs infertiles se mettent par des étoiles roses. C'est le double contrôle. Donc ça, c'était pour la température. Et ensuite, au niveau de l'élixir, donc c'est la ligne qu'on voit en dessous du grand D et du petit d, qu'est-ce que nous dit cette femme? Ça, c'est un signe que je n'avais pas introduit, le petit trait noir. Elle nous dit, eh bien, au début du cycle, du jour 5 au jour 9, je me suis observée, mais j'ai rien vu. C'est ce que veut dire le petit trait noir. J'ai eu aucune matière. Et après, à partir du jour 10, elle a commencé à avoir cette matière crémeuse blanchâtre. Elle a indiqué du petit bâton pendant 2 jours, jours 10 et 12. Ensuite, on s'approche de la haute fertilité. Elle a vu du grand bâton. Elle a, elle a ovulé vraisemblablement au jour 13. Et ensuite, tac, il y a une déstructuration de la glaire. Elle bascule en glaire infertile et elle nous note du corps jaune pendant 2 jours. Et ensuite, le petit trait. Donc, j'insiste là-dessus parce que très souvent, des femmes vont se dire « Oh, bah c'est bon, j'avais l'élixir fertile hier, aujourd'hui c'est infertile, je suis infertile. » Non, non, non. Vous voyez bien sur le schéma que la femme reste en code couleur bleue, même si elle a une montée de température et même si elle voit l'élixir infertile. Il faut vraiment 3 jours. Et parfois, qu'est-ce qu'on observe? Des tentatives ovulatoires, notamment sur des cycles irréguliers. Moi, ça a été mon cas. Après mon burn-out, je n'ai pas eu de cycle pendant 2 ans et demi. Et je peux vous dire que moi, mon corps, il faisait que des tentatives ovulatoires. Du grand bâton, un jour de corps jaune. Du grand bâton, un jour de corps jaune. J'étais tellement fatiguée que mon corps, il ne privilégiait pas la fertilité. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours attendre cette fenêtre de 72 heures avant de fermer la fenêtre de fertilité. Bon, ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a aussi la possibilité en symptothermie, en plus de cette glaire cervicale, d'indiquer ce qu'on appelle le ressenti interne. Donc, cette femme nous a dit au jour 7, avec le petit soleil, je me suis sentie sèche à l'intérieur, comme si ça piquait, c'était un petit peu chaud. C'est un signe souvent d'infertilité. Et à l'inverse, à partir du jour 9, elle a indiqué la petite goutte, qui veut dire qu'elle commençait à se sentir humide. C'est une notion qui est dure à appréhender parce que humide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme la langue dans la bouche, c'est comme une grotte. Voilà, ça, c'est vraiment propre à chaque femme. Souvent, elles ont du mal à le percevoir, mais en symptothermie, elles peuvent l'indiquer. C'est jamais un critère qu'on va prendre en compte comme un critère décisif, si vous voulez, mais elle a la possibilité de l'indiquer. De la même façon, une femme peut indiquer aussi si elle ressent des douleurs au milieu de son cycle, à droite ou à gauche, qui signifie qu'un ovaire est en train de travailler et que l'ovule va être expulsé. Elle l'indique, ça va lui permettre de savoir, tiens, mon ovulation va s'approcher, mais ce n'est pas un critère qu'on va prendre en compte. Donc, ce n'est pas parce que cette femme va nous dire, mettons, au jour 12, oulala, j'ai senti mon ovaire à gauche, qu'on va dire, ah bah c'est sûr, elle a ovulé ce jour-là. Non, mais c'est une indication supplémentaire qui nous dit que l'ovulation est proche. Et enfin, il y a des petits cœurs. Donc, en symptothermie, les petits cœurs, ce sont les rapports sexuels. Un petit cœur entouré, c'est un rapport protégé. Le retrait n'est pas considéré évidemment comme un rapport protégé. Et le petit cœur rouge non entouré, c'est un rapport non protégé. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette femme qui était en mode contraception? Eh bien, bravo, elle a respecté les règles de la méthode. À savoir, elle s'est protégée en phase bleue, comme on le voit au jour 8, et elle ne s'est pas protégée en phase infertile, au jour 5 quand elle a eu un rapport et à partir du jour 17 quand elle était en phase jaune. Voilà. Elle n'a pris aucun risque pour sa contraception.
Il y a des femmes en contraception qui continuent de se protéger après en phase infertile, elles le peuvent, mais voilà, en tout cas, on n'est pas obligé de se protéger et ça, c'est sûr à 100% après avoir eu un accompagnement de 6 mois. Je ne rentre pas trop dans les détails du grand D et du petit D parce que j'ai conscience que je vous ai bombardé d'informations ce soir et que pour les non-initiés, ça fait déjà beaucoup. Mais globalement, ce grand D et ce petit D, qu'est-ce que ça veut dire? Le grand D, c'est l'ouverture de la fenêtre de fertilité théorique au jour 6, puisque le professeur Rotzer nous dit que pendant les 12 premiers cycles, une femme, elle va ouvrir sa fenêtre de fertilité au jour 6. Il a calculé et par ses observations, il s'est aperçu qu'une femme, elle pouvait être fertile déjà à partir du jour 6. C'est pour ça qu'on va commencer à faire attention à partir de ce moment-là. C'est la théorie. Et le petit D, si vous voulez, c'est la pratique. C'est l'ouverture de la fenêtre de fertilité réelle du cycle en cours. Et ça se calcule par rapport à la première montée de température, moins 7 jours. C'est un calcul tout bête. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire chez cette femme? Ça voudrait dire qu'en théorie, elle était fertile dès le jour 6. Ah oui, mais en pratique, en fait, elle n'avait pas vraiment de risque d'être fertile avant le jour 7. Et en gros, elle aurait pu avoir des rapports le jour 6 sans problème. Donc, elle, ce n'est pas un cas très intéressant par rapport à ça, mais typiquement moi, qui avais un cycle plutôt de 35 jours, j'ovulais au jour 21, c'est sûr que moi, quand on m'ouvre ma fenêtre de fertilité au jour 6, bah voilà, moi, j'avais aucun risque, si vous voulez, de tomber enceinte avant, allez, J21, moins 6 jours. Voilà, même jusqu'au jour 14, chez moi, il n'y avait pas de problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a des femmes où il y a vraiment une grande distorsion entre la théorie et la pratique. Et la symptothermie nous permet, après 12 cycles, donc après un an d'observation, d'ajuster la théorie à la pratique. Et donc, moi qui suis une symptothermicienne, on va dire avancée, à l'issue de mon 13e cycle, je n'avais plus, si vous voulez, à m'observer à partir du jour 6, à me protéger à partir de ce moment-là. Je pouvais m'autoriser, eh bien, voilà, 6 jours, on va dire, d'infertilité supplémentaire parce que j'ovulais que vers le jour 21. C'est évident que là, j'ai eu un bébé, je l'allaite, je n'ai toujours pas retrouvé mon cycle, mais dès que je vais l'avoir retrouvé, je ne vais pas recommencer mes observations au jour 14 parce que je sais qu'une grossesse, ça bouleverse le cycle hormonal. Très souvent, ça le régule et je ferai très attention de m'observer dès le jour 6. Toujours bien prendre en compte les paramètres qui peuvent influencer le cycle féminin. Alors, en conclusion, que dire? La symptothermie, c'est une méthode fiable d'après les études que je vous ai montrées et aussi par l'expérience pratique de la Fondation Suisse pour laquelle je travaille depuis plus de 20 ans. Je me suis amusée à regarder tout à l'heure, on a accompagné plus de 170 000 femmes. Il faut savoir qu'on n'est pas la seule école qui existe, qui pratique les méthodes symptothermiques, mais la symptothermie telle que je vous l'ai présentée, il n'y a que cette école-là qui la pratique. Donc, je le reprécise, cette méthode, il ne faut pas la confondre avec les autres méthodes naturelles parce qu'on a vu, il y a de tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas fiables du tout. Et ça aussi, c'est important de le préciser, je ne l'ai pas dit en introduction, mais ce n'est pas une méthode de contraception naturelle en soi. On ne peut pas dire ça, c'est un abus de langage. C'est vraiment une méthode d'observation du cycle qui va permettre d'optimiser une contraception locale en fonction de son objectif. Ce n'est pas parce qu'on dit je fais de la symptothermie que par l'opération du Saint-Esprit, pouf, on est protégé. Non, c'est la connaissance du corps qui va permettre ensuite à la femme d'avoir un comportement adéquat pour sa contraception. Alors, à qui elle s'adresse cette méthode? Eh bien, tous les couples qui ne souhaitent plus ou ne veulent plus de couverture contraceptive pour X raisons, parce que elles ont tout essayé, ces femmes-là, et ça ne leur convient pas, ou parce que la femme en a marre de porter seule la contraception et l'homme aussi. Il faut savoir que dans la symptothermie, les deux partenaires sont impliqués. Moi, j'ai des couples, ils ont l'application mobile chacun sur leur téléphone, donc l'homme, il suit précisément la femme où elle en est dans son cycle. Très souvent, la femme, comme elle se connaît mieux, elle peut aussi mieux dire à l'homme où elle en est dans son cycle. L'homme s'aperçoit aussi que selon les hormones qui sont sécrétées dans son corps, la femme va être totalement différente. C'est vrai que j'en ai pas parlé ce soir parce qu'on se serait un petit peu éloigné du sujet de la symptothermie, mais on n'est pas du tout pareil selon les phases de notre cycle. On n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes envies et on est complètement, pour moi, enfin je ne vais pas dire
dépendante de nos hormones, mais nos hormones influencent vraiment notre psyché, notre métabolisme. Et plus une femme va se connaître, plus elle va se connecter à son corps, plus elle va accepter ces variations cycliques. Parce que le cycle, c'est quoi? Un cycle féminin, c'est 4 phases, hein, c'est vraiment calé sur les saisons. Quand une femme a ses règles, elle est fatiguée, elle est plutôt tournée en mode détox, elle évacue cet endomètre, elle a besoin de se reposer. On pourrait faire un parallèle avec la saison de l'hiver, hein, la saison qu'on est en train d'expérimenter, enfin, qu'on expérimentera à partir du 21 décembre. Ensuite, on a la phase folliculaire, hein, cette phase de croissance qui va correspondre au printemps. Et les femmes, souvent après leurs règles, elles vont avoir un regain d'énergie, envie de faire du sport, elles vont pouvoir être beaucoup plus dans leur mental. Voilà, c'est souvent une phase très dynamique. Après, on a cette phase de l'ovulation, où là, la femme qui correspondrait à l'été, souvent la femme est très tournée vers l'extérieur, les relations sociales, c'est une phase de plénitude où la femme, elle se sent bien. Et puis après, on arrive à la fameuse phase de turbulence, juste avant les règles, la phase post-ovulatoire ou phase prémenstruelle, où souvent les femmes vont expérimenter le fameux syndrome prémenstruel, où elles vont avoir souvent envie de manger la tablette de chocolat, de tuer ou de quitter leur conjoint. Je le dis de façon un peu poétique, mais c'est souvent ce qu'on me dit, des phases où, voilà, hormonalement, il y a des vraies turbulences. Et ça correspondrait à la saison de l'automne. Donc, si une femme se comprend au niveau de ses variations, elle va être plus capable de s'accepter et d'expliquer à son conjoint, écoute, là, je vais avoir mes règles, ou comme j'appelle ça plus poétiquement, mes lunes, je vais avoir besoin d'un petit peu de repos, de temps pour moi, c'est plus une phase d'introspection. Et à l'inverse, il va y avoir d'autres moments où elle sera plus tournée vers les autres, vers son conjoint ou son partenaire. Donc, la symptothermie, ça s'adresse aussi à ces femmes-là qui veulent se connaître et très souvent ne plus prendre de contraception chimique parce que ça va complètement annihiler leur nature profonde. Et je remets enfin les conditions de fiabilité parce que c'est très, très important à mes yeux. Pour pratiquer une symptothermie fiable et si on souhaite une contraception à 100% sécure, eh bien, il faut recevoir une formation de qualité. C'est vrai que la symptothermie, elle est beaucoup plus adaptée aux couples qui sont ensemble depuis un certain temps, hein. Moi, la première question que je pose aux femmes, c'est: est-ce que ton conjoint ou ton mari est au courant? Est-ce qu'il te soutient dans la démarche, hein? Ça, c'est très important. C'est vrai qu'une femme qui changera de partenaire très souvent ou qui aurait une vie voilà, où la rigueur ne serait pas de mise, la symptothermie serait beaucoup plus difficile à appliquer. Ça ne veut pas dire que ce ne serait pas possible, mais ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, un couple stable, c'est aussi une garantie que la méthode va bien fonctionner. C'est important que la femme observe ses signes de fertilité de manière précise, comme ce que je vous disais tout à l'heure, on ne s'observe pas dans la culotte, mais plutôt à la vulve, au col ou sur le papier de toilette. Il faut que la femme, elle interprète évidemment très bien les signes qu'elle va voir au niveau de sa température et de sa glaire, et qu'elle ait été formée par une conseillère agréée pendant au moins 6 mois. Et j'insiste bien sur le terme conseillère agréée parce que malheureusement aujourd'hui, eh bien, il y a des femmes qui se disent conseillères en symptothermie alors qu'elles n'ont pas été formées à la méthode. Parfois, elles n'ont même pas pratiqué elles-mêmes la méthode, donc faites vraiment attention par rapport à ça. On a des applications mobiles aussi aujourd'hui qui sont très séduisantes d'un point de vue marketing sur les smartphones, mais très souvent derrière, les algorithmes ne sont pas fiables. Il y en a encore qui utilisent la méthode du calendrier. Pour certaines, elles vont fermer la fenêtre de fertilité très peu de temps après l'ovulation. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Et je vous garantis que si vous avez une formation de qualité et un bon outil, vous allez pouvoir avoir une méthode, si vous le souhaitez, qui va vous épanouir à 100%. Et vous allez, mesdames, retrouver votre libido. Et je le dis aussi pour les hommes, très souvent, la première peur, c'est: oh là là, mais passer sur la symptothermie, ouais, je sais pas trop parce qu'on n'a pas utilisé de moyens de contraception type préservatif pendant X temps. Et souvent, l'homme n'a pas envie, en fait, parce qu'en symptothermie, on doit s'abstenir ou se protéger en phase fertile. Et très souvent, je leur dis: mais comment était votre femme sous pilule ou sous stérilet? Et ils me disent: bah oui, c'est vrai qu'on se protégeait pas, mais voilà, ma femme n'était pas épanouie. Très souvent, il n'y avait pas de lubrification, de sécrétion, les rapports n'étaient pas forcément épanouissants.
Et en fait, en pratiquant la méthode, ils se rendent compte qu'ils retrouvent une femme qui est complètement épanouie, même dans les phases infertiles. Et ils sont tous prêts, à l'issue des 6 mois, à reconnaître ça et disent, bah oui, finalement, même si on se protège pendant 10 à 12 jours, ma compagne, voilà, au niveau de sa libido et de son ressenti, elle est complètement différente que quand elle prenait une contraception. Donc les 2 partenaires se retrouvent, vraiment dans cette méthode-là. Et le professeur Hauser nous a dit que les couples qui pratiquent la symptothermie sont des couples qui durent dans le temps et qui divorcent moins. Puisque lui, à Ah, l'époque où il était médecin, ok, il oui. avait des couples qui pratiquaient la symptothermie et des couples qui avaient une contraception, classique. Disons que c'est plus propice au dialogue, non pas cette méthode de contraception, mais ce moyen d'optimiser, la contraception locale. Et même si ce soir, on n'a pas forcément beaucoup de monde qui nous écoute, j'en profite pour lancer un appel. Vous l'avez vu, les études sur la symptothermie, elles datent un petit peu, hein, 2007, 2018. Et c'est vrai que nous, au sein de la Fondation, on a recueilli énormément de données sur le cyclogramme des femmes et on aimerait bien mettre en place une étude récente. Sauf qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas trouvé un professionnel de santé qui accepte de superviser l'étude, puisque au niveau légal, on a besoin d'avoir un gynéco, une sage-femme, je pense que même un médecin généraliste pourrait le faire pour superviser l'étude et valider que tout soit correct. Donc, si jamais, je ne sais pas si parmi nous, on a des professionnels de santé ou si vous connaissez des professionnels de santé qui sont ouverts et qui n'auraient pas peur, entre guillemets, d'associer leur nom à cette étude, eh bien, avec grand plaisir pour leur en parler parce que le but, c'est qu'on ait des données fiables, récentes et actualisées. Ok, alors je te propose, Marion, si tu as terminé, d'arrêter le partage d'écran, comme ça on pourra. C'est fini là, hein? Oui, oui, j'avais Ouais. fini, oui. Ok, bon, très bien. Ben, écoute, merci beaucoup. Donc, je rappelle à tout le monde, hein, que si vous avez des questions, vous pouvez les saisir. Moi, vais en avoir 2 ou 3 pour démarrer. Alors, la première chose qui m'a interpellé, pourquoi ce terme de glaire cervicale? Parce qu'on est quand même très loin des cervicales. Ah oui, alors, ça vient du latin, je pense, Ouais, cervical pour cervix, pour col de l'utérus. Mais c'est pas la première fois, en fait, qu'on me dit ça. J'ai une femme, alors elle pensait pas, elle, que ça venait des cervicales, mais elle pensait que la glaire cervicale, c'est quand on crachait par terre. ah oui, Donc, d'accord. voilà, ça vient de cervix, en fait, col de l'utérus. Oui. Ok, donc la fondation est suisse, toi tu es dans les Alpes. Euh, il y a des conseillères partout en France ou est-ce qu'il y a des pays qui ont des appétences plus fortes que d'autres? Alors, il y a des conseillères. Alors, pour répondre à ta première question, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est conseillère en symptothermie, c'est vrai que je me trouve en Haute-Savoie, mais grâce au logiciel, on peut accompagner les femmes dans le monde entier parce qu'on a accès à leur cyclogramme 24 heures sur 24. Donc, moi, D'accord. j'ai des femmes au Canada, à Tahiti, donc je dirais que la localisation n'est pas un problème. Mhm. Ensuite, par rapport à la méthode symptothermique, il y a pas mal de conseillères qui sont en Suisse aussi, en Belgique, au Canada. Voilà, on va dire que la méthode symptothermique et même les méthodes naturelles, elles ont meilleure presse en Suisse, au Canada, qu'en France. Voilà. Mais après, la localisation de la conseillère, je dirais, ça ne doit pas être un frein pour pratiquer la méthode. C'est sûr que les femmes qui sont à côté de moi, on peut se voir, il n'y a aucun problème. Mais on Mhm. a appris aussi à fonctionner à distance et encore plus avec la période Covid qu'on a, Ah, bien qu'on a sûr. connue à l'heure actuelle. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en symptothermie, vous l'avez vu, on utilise des icônes pour parler de glaire cervicale. Moi, comme j'accompagne les femmes à distance, je ne leur demande pas de me mettre que des icônes. Je leur demande chaque jour de me décrire leur glaire selon 3 critères. La couleur, blanc, transparent, marron, rouge. Toutes les femmes sont capables de me décrire une couleur. Je leur demande de me dire l'élasticité de la glaire quand elles la prennent entre le pouce et l'index. Toutes les femmes sont capables de dire si elle est tirable et à peu près le nombre de centimètres. Et enfin, le dernier critère, c'est la texture. Est-ce que ça va plutôt glisser entre les doigts, être crémeux, ou à l'inverse, être collant pâteux? Et grâce à ça, moi, je ne vais pas dire sûre à 100%, mais quasiment sûre que de la glaire qu'elles me décrivent. Elles peuvent se tromper d'icône, mais par la description, j'arrive à identifier la glaire, enfin ce qu'elles voient. Et quand c'est pas possible, elles peuvent aussi m'envoyer des photos et des films. Je suis D'accord. habituée. Ouais. Voilà. Ok. Autre question, oui, j'ai été surpris. En fait,
sur la prise de température, il faut être très précis parce que les variations sont très faibles. C'est 0,5 degrés, à peu près 0,5, 0,6 quoi, entre ce qu'on appelle une température basse ou haute. Enfin, la variation est assez faible. C'est un exemple type où il peut y avoir des écarts plus importants. Comment ça se passe? Alors, pour répondre à ta question, je ne sais pas si je peux remettre mon cycle, mais en fait, tu me parles de 0,5, je voudrais être sûre qu'on parle de la même chose parce que, au contraire, je ne sais pas si mon Alors, c'est peut-être cyclogramme, moi qui l'ai pas bien lu là. Oui, voilà, c'était là. voilà, le cyclogramme, en fait, On la passe de variation, 36. cette femme, elle a 36,05, son plateau bas de température, et après, tu vois, ça passe à 36,3. Donc, il y a quand même pas mal, enfin, pour nous, il y a Ouais, pas mal d'écart. Voilà. ouais, Après, d'accord. voilà. Ouais, Je c'est ne quand l'ai pas même faible, précisé, quoi. mais on est Ok. sur une température buccale. La température buccale, elle est beaucoup plus basse que la température par voie rectale et vaginale. Et D'accord. en général, une température post-ovulatoire après ovulation, pour une voie rectale et vaginale, elle avoisine les 37 degrés, voire pour la voie rectale, elle dépasse les 37 degrés. Donc moi qui utilisais la voie rectale, je sais très bien quand j'ai ovulé parce que ma température, elle franchit la barre des 37 degrés. Mais là, D'accord. c'est vrai qu'on est sur une température quand le plateau est bas, de 36,05 et après, on passe à 36,3. Et ça suffit, hein. Là, au contraire, je dirais qu'il y a un bel écart de température. Ah Voilà, bon? il faut, D'accord. mais tu fais bien de préciser, une température, elle est haute quand elle fait plus 0,05 par rapport à la ligne verte. Donc, dès qu'une température va faire plus 0,05 par rapport à la ligne verte, on va considérer qu'il y a une hausse de température. Et la petite subtilité, c'est que la première température doit avoir donc plus 0,05 et à ce moment-là, elle est qualifiée de montée. La deuxième température, si elle a plus 0,05, c'est OK aussi. Mais la troisième température, on ne va pas lui demander d'avoir plus 0,05, on va lui demander d'avoir plus 0,2. Parce que pour fermer la fenêtre de fertilité en 3 jours, on veut être vraiment sûr que la femme, elle a ovulé. Et dans ces cas-là, il faut que la troisième, elle ait plus 0,2. Et c'est pour ça que je vous disais que très souvent, on ne va pas fermer la fenêtre de fertilité en 3 jours. On va avoir 2 montées de température, puis la troisième va un peu s'essouffler parce qu'elle n'atteint pas les plus 0,2. Et la quatrième, hop, elle pourra avoir celle-là plus 0,05. Donc, c'est une petite subtilité en symptothermie, mais j'ai pas voulu rentrer trop dans le détail des Ouais, calculs bien des sûr. algorithmes Et pour pas vous perdre. bien Mais sûr. voilà. Mais s'agissant des températures, évidemment, d'une femme à l'autre, ça peut varier. C'est-à-dire, le plateau peut être à 36,1 chez une et à 36,5 ou 36. Exactement. D'accord. OK. Exactement, Rémi, tout à fait. Oh, OK. Est-ce qu'il y a des liens entre les glaires cervicales et ce qu'on appelle les pertes blanches? C'est un lien ou ça n'a rien à voir? Oui, alors très souvent, c'est vrai que dans ce qu'on appelle les pertes blanches, il y a la glaire cervicale en fait qui est comprise dedans. Il faut savoir que le vagin, c'est un émonctoire secondaire et donc dans la glaire cervicale, on trouve voilà, beaucoup de sels minéraux, c'est composé d'eau, mais on a aussi enfin, comment dire, dans ce qu'on appelle les pertes blanches, c'est vrai que très souvent, quand une femme va nous parler de pertes blanches, c'est la glaire cervicale dont elle va nous parler. Mais dans les pertes blanches, on va aussi rajouter tout ce qui est desquamation vaginale ou détox du corps. Je prends un exemple. J'ai des femmes, alors pour le coup, c'est vraiment très cliché, mais qui sont italiennes. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là? Elles mangent énormément de pâtes. Et les pâtes, ça va générer quoi en naturopathie? Beaucoup de colle. Et ces colles-là, elles vont être éliminées par la glaire cervicale. Et donc, moi, je le D'accord. remarque très bien parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais je ne peux pas tout dire, mais l'hygiène de vie a un énorme impact sur le cycle. Et ces femmes-là, elles vont avoir un schéma de glaire un petit peu plus différent des autres. Une glaire plus abondante, souvent très pâteuse, parce que tout ce qu'elles mangent, en fait, si elles ont, on va dire, pas un très bon système d'élimination, eh bien, le vagin, il va énormément éliminer D'accord. voilà, ces cols-là. Et donc, en fait, on aura de la glaire cervicale, plus voilà, ces éliminations de colle, et tout ça, ça va former les pertes blanches. Donc, je dirais que les pertes blanches, ça comprend la glaire et puis une partie des déchets de l'organisme, enfin, si je peux le dire OK, comme oui, ça. oui, c'est ça. Et selon les femmes, ça va être différent. C'est un émonctoire et tu dis tout quand tu dis ça, quoi. OK. 170 000 femmes. Est-ce que vous observez, alors pour toi, ce que tu remarques, est-ce qu'il y a une croissance, un développement? Est-ce qu'il y a une sensibilité plus grande? Ah, Tu peux te remettre en plein écran, hein. Ça oui, sera peut-être tu mieux. as raison. Euh,
Est-ce que tu remarques une évolution? Elle est importante, pas importante? Les tendances, c'est quoi? Alors moi, j'ai trouvé que c'était très impressionnant pendant la Covid parce que Mhm. les femmes ont été confinées, elles ont eu du temps pour elles. C'est aussi le moment où, au niveau de la fondation, j'ai animé des webinaires en ligne gratuits. Et là, après, mais j'avais un nombre d'appels incalculable. Et toutes les femmes me disaient, mais c'est génial la Covid. Enfin, génial, pas d'être Oui, malade, mais oui, voilà, ça m'a pris le temps de me poser, de me remettre en question. Et on a eu un gros boom à ce moment-là. C'est vrai que quand il y a eu le déconfinement et qu'on a une phase l'été, voilà, tout le monde a un petit peu repris ses activités. Là, on a eu un petit peu une baisse. Mais globalement, on est sur quelque chose effectivement qui est en croissance. Par rapport au début, quand la fondation a été créée, ça va crescendo. Et puis, on est aussi dans une démarche aujourd'hui où les femmes, elles souhaitent se reconnecter à leur corps. On Mhm. parle beaucoup des perturbateurs endocriniens. La pilule et autres contraceptions chimiques, bah, ça pollue le corps, hein, ça pollue le foie. Et c'est pour ça que moi, systématiquement, en bonne herbaliste, parce que je ne peux pas dire herboriste, je vais toujours donner des plantes pour nettoyer le foie, pour éliminer un petit peu les traces des perturbateurs endocriniens qu'elles ont pu prendre. Il y a aussi la tendance du bio. Donc, les femmes, finalement, souvent, elles arrivent, elles me disent, bah, j'ai arrêté d'utiliser le shampoing du supermarché, je mange bio, mais je mange quand même une hormone, enfin une pilule tous les jours. Donc, je me suis dit que ce n'était pas cohérent. Donc, je dirais Ouais. que cette démarche de symptothermie, de reconnexion à soi, de naturalité, ça va avec voilà, une mouvance globale qu'on observe aujourd'hui dans notre société. D'accord. Et une question là que je trouve, c'est en fait le temps de formation. Donc, c'était sur 6 cycles, mais en Oui, fait, 6 mois à peu près, oui. voilà. Mais quelqu'un qui voudrait s'y mettre, ça commence comment? Elle passe 2 heures au téléphone avec toi. Ça fonctionne comment? Alors, moi, très souvent, je conseille aux femmes de regarder d'abord la conférence en ligne gratuite qui est disponible soit sur mon site internet, soit sur le site symptothermie.com, Mhm. parce que ça va déjà donner bah, à peu près ce que je vous ai dit, quelques indications sur la méthode. Et ensuite, elle peut réserver un appel gratuit qui dure à peu près une demi-heure, voire 40 minutes, où je vais lui poser des questions pour bien comprendre quel est son profil, comment enfin, quel est son passé contraceptif, est-ce qu'elle a des ennuis de santé. Elle pourra aussi me poser toutes les questions qu'elle a au sujet de la symptothermie suite au visionnage du webinaire. C'est pour ça que c'est bien qu'elle ait d'abord visionné la conférence parce que sinon, je dois lui réexpliquer les règles de la méthode et ça fait beaucoup d'informations. C'est mieux si elle s'est informée, je dirais, en amont. Et puis après, en fait, en fonction de son profil, je vais pouvoir bah, lui proposer l'offre de suivi la plus adaptée à ce qu'elle recherche et à son besoin. Donc, on s'adapte D'accord. vraiment à la personne. De toute façon, comment dire, en tant que conseillère en symptothermie, bon, je vous l'ai dit, hein, j'ai un passé de commercial de vendeuse derrière moi. Je ne suis pas du tout là pour vendre une méthode ou quoi que ce soit. Les femmes qui nous appellent, elles ont déjà fait la démarche et elles ont envie en fait de se mettre à la méthode. Après, c'est juste une question de temps, une question budgétaire, de choisir sa conseillère, parce que c'est important de choisir une femme avec qui on se sent bien, parce qu'on va être amené à parler de sujets intimes, voire très intimes. Et voilà, c'est ça qui est important. Mais voilà, ouais, comment ça se passe? Donc, appel découverte gratuit, et puis après, on les oriente vers une offre de suivi. Et puis, elles ont la possibilité après d'échelonner leur paiement si elles le souhaitent. Et à l'issue des 6 mois, on fait une évaluation. Voilà, il y a un questionnaire, il y a un bilan. Et si moi, je vois que la femme, eh ben, elle connaît bien les règles de la méthode, eh bien, à ce moment-là, la Fondation Suisse délivre un petit diplôme. Et alors, voilà, on dit que c'est un diplôme d'ambassadrice, c'est-à-dire que pour nous, la femme, elle est prête à être autonome, elle n'a plus besoin de nous à l'issue des 6 mois de suivi, et après, elle peut être ambassadrice et parler de la méthode. Et si au D'accord. bout de 6 mois, on voit qu'elle n'est pas autonome, ça peut arriver dans des cas, ça m'est arrivé de cycles très complexes ou de femmes qui ont de l'endométriose, eh bien, on va prolonger le suivi un petit peu plus. Mais ça, c'est d'un commun accord. Ça dépend de chaque femme. D'accord. Ok. Bah, écoute, Marion, merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions. Donc, bah, écoutez, merci à tous. Bonne fin de soirée. Et puis, je coupe l'enregistrement. Je dis à tout le monde à très bientôt.